On démarre ces news du jour avec des nouvelles quelque peu angoissantes d'Olivier Martinez. Vous savez, le héros du Hussard sur le toit, il vient de se retrouver dans le dernier Adrian Lyne, le réalisateur de 9 semaines et demie. Alors dans Unfaithful, c'est le titre, soit infidèle en français, il est le grain de sable qui vient faire dérailler le couple Richard Gere, Diane Lane. Alors c'est une nouvelle quelque peu angoissante parce que, ça n'a pas l'air très, comment dire... Come on. Anyone we can sue? There was this nice guy that helped me, though. Is he good looking? Let's send him a bottle of wine. Cheap wine. Before you go, take your book. Souvenir. Be happy for this moment. This moment is your life. Ah bah oui, on vous avait prévenu. 2, 1. Well, did you check the batteries? Avant le Ocean's 11 de Steven Soderbergh qui sort mercredi prochain, il y avait un autre Ocean's 11 réalisé en 1960 par Lewis Milestone. En France, le film est sorti sous le titre L'inconnu de Las Vegas. Alors les deux versions d'Ocean's 11, si elles partagent la même trame, sont quand même très différentes. Quand on entend la reprise d'une chanson connue, la chanson reste la même, c'est juste la forme qui change. C'était l'effet recherché. Je voulais conserver le film original, mais en faire quelque chose de nouveau. Seul intérêt du premier Ocean's 11, la présence du Rat Pack, la bande de crooners qui faisait les beaux jours du Vegas des années 60. À leur tête, Dean Martin et Frank Sinatra. Donc vous êtes le nouveau Sinatra? Oh non, pas du tout. Il n'y a qu'un seul Frank Sinatra. Il se trouve qu'on a fait un film qu'il a déjà fait, mais je ne lui arrive même pas à la cheville. Ce type est mon idole. On a aimé son film, mais le nôtre est complètement différent. L'intérêt du film original, c'était de voir le Rat Pack, toutes ces stars réunies. Mais il n'y avait pas vraiment d'histoire, alors que dans le nôtre, il y a un scénario très solide. On n'a absolument pas essayé de leur ressembler parce qu'on aurait été ridicule. Comment réunir aujourd'hui à Hollywood une équipée aussi impressionnante que celle d'Ocean's 11 quand on sait que chaque star vaut environ entre 15 et 20 millions de dollars par film? Vous allez voir, c'est très simple. George a été le premier à faire partie du projet. Il a lu le scénario en même temps que moi. Je l'ai appelé pour lui dire que j'avais une idée sur la manière de faire. Il m'a répondu qu'il était partant et qu'il fallait essayer de réunir un grand casting, que c'était ce qu'il fallait à ce genre de film. Mais comme je le lui ai dit, je n'étais pas certain d'avoir les moyens de travailler avec tous ces gens-là. Il m'a donc proposé de baisser son tarif pour permettre d'aménager le budget et demander aux autres comédiens de renoncer à un certain pourcentage de leur salaire. Et c'est ce qu'on a fait. There she is. Quand Steven Soderbergh m'a donné à lire le scénario de Ocean's 11, j'ai trouvé un petit mot qu'il avait signé avec George Clooney. Il paraît que ton tarif, c'est 20 unités par film. Et ils avaient mis un billet de $20 dans l'enveloppe. Ça a été mon cachet. And for God's sake, whatever you do, don't, under any circumstances. Russ. Yeah. Can you take a look at this? Sure. Je n'ai pas parlé d'argent avec Steven Soderbergh. J'aurais fait le film même sans être payé. Et comme le personnage de George dans le film, il m'a demandé « Tu joues ou tu passes ?» Et j'ai dit « On y va ». On est souvent tellement payé. Alors que le bonheur de se sentir bien, de travailler de manière créative, ça n'a pas de prix. Point de vue mise en scène, Soderbergh a effectué un total changement de style, du filmage guérilla de trafic, caméra à l'épaule et éclairage sur le vif. Il est passé à un glamour très hollywoodien. Pendant le tournage, j'ai regardé beaucoup de films comme ceux de David Fincher, John McTiernan ou Steven Spielberg. Parce que ces réalisateurs ont un vrai sens de la géographie. Même si le montage est très rapide, on n'est jamais perdu. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en tant que spectateur et je tenais à faire la même chose dans mon film. Mais c'est une nouvelle façon de faire pour moi. Je ne suis pas habitué à cette manière de penser. J'ai donc dû vraiment m'accrocher. C'était un nouveau défi chaque jour. Pour les acteurs, c'était moins compliqué. Ils jurent tous s'être régalés sur le tournage et être les meilleurs amis du monde. Pour une fois, on a presque envie de les croire.
J'étais chez Matt Damon la semaine dernière à New York. J'ai souvent Andy Garcia au téléphone et je vois souvent Brad Pitt. On est restés très proches. Ça arrive parfois sur les tournages, mais cette expérience était particulièrement formidable. Tous les gens qui ont participé étaient vraiment très sympas, du premier au dernier. C'est donc normal que les choses se passent comme ça. Been practicing this speech a little bit. Did I rush it? Felt like I rushed. That was good. I liked it. Gérard Depardieu n'en finit plus d'écumer les grands rôles du répertoire. Alors après Cyrano, Monte Cristo, Jean Valjean, Obélix et avant Napoléon, le plus débordé de nos comédiens sera Vercingétorix dans une production télé allemande. En fait, c'est presque le même costume qu'Obélix. Il aurait presque pu le tourner en même temps. Enfin, Valeria Bruni Tedeschi change de registre. La comédienne, qu'on a connue souvent tourmentée, sera l'héroïne du premier long métrage des scénaristes de La Vérité si je mens, Michel Munz et Gérard Bitton. Jean-Pierre Daroussin, Richard Berry et François Morel sont du casting. Ah, si j'étais riche, c'est le titre, racontera les péripéties d'un représentant de commerce qui gagne l'auto alors qu'il est en plein divorce. Rappelons que La Vérité 2 est l'un des grands gagnants de 2000 avec plus de 8 millions d'entrées. L'enfer est à portée de main. From Hell, nouvelle version. Et quelle version de l'histoire de Jack l'Éventreur est sortie aujourd'hui sur les écrans? Nouveau scénario, nouvelle hypothèse, avec Johnny Depp en traqueur d'assassin et les frères Hughes, réalisateurs de Menace to Society derrière la caméra, descente dans les bas-fonds. La petite histoire commence ici. Entre les 580 pages très sombres et en noir et blanc de cette BD magistrale pour adultes signée Alan Moore et Eddie Campbell. Le scénario ultra documenté de la bande dessinée a nécessité 10 ans de recherche. C'est de cette riche base de données, parfois gore et assez osée, que le script diablement efficace du film est tiré. La version BD était en 10 volumes et pour l'adapter au cinéma, il aurait sans doute fallu 10 heures pour raconter toute l'histoire. Alors on a juste retenu ce qui nous semblait intéressant pour le cinéma et d'une certaine façon, c'est devenu notre histoire. Je pense que les frères Hughes ont fait un boulot incroyable. Malgré la 20th Century Fox, qui est aussi sûre que nous sommes là aujourd'hui, aurait été très contente d'avoir de belles images bien léchées et une happy end. L'histoire simplifiée et un chouïa édulcoré n'empêche pas From Hell de rester assez fidèle à la bande dessinée. Exemple. It's just you say 3 more have to be killed. I can't take it, sir. It's everywhere. It's in all the papers. I'm just a simple chap, sir. I'm not a great man like you. I just don't know where I am at anymore. Hell, Natalie. We're in hell. Le sang que fait gicler Jack the Ripper a déjà largement coulé sur les écrans de cinéma ou de télévision, mais cette histoire vraie, sordide et complexe, qui a également inspiré plus d'un historien, n'a toujours pas été élucidée. En 1888, dans le quartier crasseux de Whitechapel, à Londres, l'ami Jack avait achevé méthodiquement 7 prostituées en 10 semaines. Rain last night, didn't it? She's dry. She was brought here in a carriage or something. Ces crimes atroces et fascinants pour certains ont même un temps trouvé une résonance dans l'esprit d'un petit garçon étrange. J'ai été fasciné par l'histoire de Jack l'Éventreur très jeune. Je devais avoir 8 ou 9 ans. J'avais vu un programme à la télévision, un documentaire sur cette affaire. Ça m'a intrigué et au fil des ans, chaque fois que je dénichais un livre qui parlait de ça, je le lisais. Je crois que Jack a été le premier tueur en série. Et le fait que la presse ait repris ce phénomène et qu'il ait déclenché une véritable hystérie a été aussi une première. Jamais on n'avait déclenché une telle hystérie.
Les réalisateurs, eux aussi fans de l'Éventreur depuis longtemps, ont trouvé les précédentes évocations bien fades et empreintes de puritanisme bourgeois. Ils ont donc placé leur histoire dans un fort contexte sociopolitique. Dans leur version, compromis intelligent entre modernité et classicisme, l'inspecteur Aberline, alias Johnny Depp, aidé d'une prostituée, Ita Graham, et d'un médecin, Ian Holm, comprend vite que derrière l'Éventreur se cache une conspiration royale. On ne vous en dira pas plus, pour ça, il faut aller faire un tour en enfer. Jack the Ripper's not finished. I want you. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas votre rendez-vous quotidien avec l'actu cinéma. Plus de cinéma tous les jours, 19h25, et c'est en clair en plus. En attendant, salut. Vivez toutes les émotions du cinéma avec Carte Noire. Cinéma, cinéma.